peux composer encore ceci comme ça. Ici, j'ai N1, j'ai N8 et j'ai N2 là-bas. Dans ces nœuds ici, j'ai un effort qui est connu, N1 qui est connu à partir de cette coupure. J'ai N1, N8 n'est pas connu, N2 n'est pas connu. Donc, avec mes deux inconnus ici et mes deux équations d'équilibre, en X, en Y, je peux déterminer les inconnus d'ici, sans problème. Alors, connaissant maintenant ces inconnus N1, N8, N2 et N7, je peux revenir maintenant sur ces nœuds. Donc, vous allez voir que j'aurai déjà la valeur de N7, j'aurai la valeur de N8, j'aurai la valeur de N9 et N6 après. Parce que l'équation sera composée d'inconnus N9 et N6. Connaissons déjà ces valeurs par les deux nœuds qu'on avait trouvés. Donc, vous voyez qu'avec la méthode des nœuds, ça me demande un peu de reculer en arrière pour déterminer les valeurs des efforts dans le bar qui vont me servir à décompter ma situation d'ici. Là, c'est la méthode des nœuds. Mais avec la méthode des sections, parce que ici nous faisons, c'est juste quelques principes des différences. Nous faisons la méthode des sections. Alors, regardez que avec la méthode des sections, lorsqu'on me demande de calculer l'effort dans la barre numéro 6, avec cette méthode des sections, il suffit tout simplement de faire une section, d'isoler les systèmes. On a vu comment on a isolé les systèmes. C'est quoi l'isolement d'un système? Donc, lorsque nous allons isoler les systèmes, donc c'est-à-dire nous séparons les systèmes en deux et nous étudions une partie du système. Nous étudions une partie du système pour maintenir bien sûr cette partie du système en équilibre en utilisant les efforts intérieurs. Alors ici je peux faire ceci, j'ai fait une coupure ici, une section, j'ai fait une section, je vais couper le treillis et j'aurai ceci, j'aurai un effort qui est la réaction dans l'appui, j'aurai la barre numéro 8, ici ça sera coupé, c'est N2 ici, et là ça sera coupé, c'est N9, et là j'aurai aussi N6, j'aurai une force P. Là c'est la réaction par exemple RA. Donc vous allez voir que là nous avons fait une section. Nous avons fait une section. Avec cette section ici maintenant, pour déterminer l'effort dans la barre numéro 6, vous allez voir que ceci est plus simple. Je n'ai pas à utiliser toutes les inconnues au même moment. Donc, je pars avec le principe ou l'hypothèse que dans les nœuds, le moment est nul. Si dans les nœuds, le moment est nul, je projette ces nœuds ici, ces forces vers les nœuds qui est au-dessus. Et à partir d'ici, le moment est nul dans ces nœuds. Et N6 sera multiplié par une distance qui sera bien connue pour égaliser les moments à 0 dans ces nœuds-là. Et vous allez voir que à ces moments-là, je n'aurai que N6 comme inconnu parce que les autres vont s'annuler. Le moment d'une force n'est rien d'autre que cette force multipliée par la distance. La force sera N9, la distance sera 0 parce que la direction est la même, nous avons la même direction de la force et le point sur lesquels nous reportons les moments. La même chose ici, donc nous aurons l'inconnu N6. Donc là, nous avons utilisé la méthode de section. Là, nous avons utilisé la méthode des nœuds. Mais vous allez comprendre que avec la méthode des nœuds, la détermination des efforts dans certaines barres directes est plus facile par rapport à la méthode des nœuds. Donc ici, la méthode des sections, plus facile pour déterminer les efforts dans les barres bien ciblées. Et ici, il n'y a pas aussi de problème parce que vous aurez toujours le même résultat. Vous aurez le même résultat. Alors, il y a aussi cette méthode de Ritter, toujours la méthode analytique de Ritter, c'est juste la combinaison. Donc, nous allons faire des coupures, à chaque fois.
nous allons faire des coupures, mais il y a le principe dans la méthode de Ritter. Le principe est que vous allez couper au moins 3 barres inconnues. Ok, 3 barres inconnues, pas de problème. Lorsqu'on nous dit 3 barres inconnues, donc tout au plus, je peux dire, tout au plus 3 barres inconnues, pas au moins, tout au plus 3 barres. Et lorsqu'on nous dit tout au plus 3 barres, Ritter fait allusion à ces 3 équations d'équilibre. Somme en X, somme en Y et somme de moment. Et vous allez comprendre que lui utilise, cette méthode utilise le 2, la combinaison de ces 2, en faisant des coupures là où il y a des nœuds. En faisant des coupures là où il y a des nœuds et deux fois en faisant des sections pour utiliser la 3e équation de moment. Donc je crois c'est un peu de cette manière-là que nous allons utiliser. Il y aura des exercices que nous allons faire pour bien expliquer ces méthodes. Alors, dans la méthode des sections, on nous dit la méthode des sections consiste à séparer le treillis en 2 parties par un plan de coupe et étudier l'équilibre de chaque partie comme un corps isolé. Ça, c'est déjà bien dit. J'ai parlé de l'isolement d'un système, pas de problème. Pour les calculs des forces, on peut traiter une partie ou l'autre. Mais en général, la partie où il y a moins de force nous permet de calculer le force plus facilement. Donc, c'est ça dans la méthode des sections. On peut faire des coupures comme on veut, des sections comme on veut, mais on nous conseille tout simplement que nous pouvons utiliser en isolant les systèmes. On peut utiliser le système soit de gauche, soit de droite, mais du moins un système qui a peu de force. Le système qui contient peu de force peut être plus facile à résoudre. Alors, en dehors de ça, nous avons le 3e point, c'est la condition de rigidité. Donc, on sait très bien que le treillis qu'on doit traiter doit être rigide. Hein? Pas un treillis hypostatique, pas un treillis incomplet, mais un treillis rigide qui va supporter le charge et qui va les transmettre équitablement dans le nœud, dans le bar vers les appuis. Alors, 3 conditions de rigidité. Nous avons la condition de rigidité. 3 conditions de rigidité. Quelle est cette condition de rigidité? On dit, désignons par, pour ceux qui écrivent, désignons par R les nombres d'inconnus de liaison. R, le petit R. Les nombres d'inconnus de liaison. N, les nombres de nœuds. Les nombres de nœuds. B, les nombres de barres. Voilà. Nous avons R comme les nombres d'inconnus de liaison, N les nombres de nœuds et B les nombres de barres. Alors, on nous dit un système est rigide parce que notre système doit être rigide. La poutre doit être rigide normalement. La poutre doit être rigide. On ne peut pas traiter une poutre qui n'est pas rigide. Ne vous permettez pas de traiter des poutres qui sont hyperstatiques. Non. Et on va voir aussi par ces conditions ici, quand est-ce qu'une poutre doit être hyperstatique, une poutre qui est isostatique ou hypostatique. Et on va faire les choix parmi les 3. Alors, on nous dit, un système est rigide si les liaisons sont strictement suffisantes et qu'il est indéformable. Un système doit être indéformable. Rigide, indéformable. Il y a donc 3 degrés de liberté pour un système triangulé isostatique, c'est-à-dire si un système est triangulé isostatique, bien sûr, R doit répondre à 1. Donc, R doit être égal à 3 plutôt. R doit être égal à 3. Et alors, nous avons la relation de N moins B égale à R. Nous avons cette relation. 2n moins b égale à r.
B comme le nombre de barres, R comme le nombre d'inconnus de liaison, Dn, 2n, c'est le nombre total d'équations à utiliser pour ces treillis-là. Le nombre total d'équations à utiliser. Donc 2n, le nombre total d'équations. Total d'équations.